Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e Marketing Reboot. Alors 13, ça porte chance et c'est effectivement une chance que nous avons de passer du temps avec vous pour parler d'expérience client sans couture mais avec un impact. Alors avec moi, il y a Thibaut Munier, Salomé, Grégoire. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Bonjour. Isolis. Alors, l'expérience client, c'est un concept extrêmement important qui est au cœur des préoccupations à la fois des praticiens, mais aussi des chercheurs, hein. On entend de plus en plus fréquemment que l'expérience est un facteur clé de différenciation, qu'elle doit être travaillée, qu'elle doit être mémorable, qu'elle doit être marquante, sans couture, omnicanal, sans rupture. Bref, on entend tout, mais avec quel impact finalement à la fin de la journée? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans ce podcast. Alors pour commencer, on va s'intéresser à des expériences puisqu'on est là pour parler de ça. La première, c'est celle en 85 d'un chercheur américain devenu extrêmement célèbre depuis, Russell Belk, qui a loué un van et est parti faire ce qu'on appelle l'odyssée du consommateur. Alors son idée, c'était quoi? C'était passer tout un été sur les routes américaines à observer les consommateurs dans leur vie quotidienne, sans aucune hypothèse de recherche au départ. Bon, est-ce que Russell finalement ne voulait pas juste passer un bel été dans un camping-car? On peut se poser la question. Cependant, la recherche montre que ça a été extrêmement intéressant puisque l'objectif de l'Odyssée, c'était d'avoir des données sur différentes situations de consommation pour les comparer en fonction de la région, une région rurale, une région urbaine, du sexe des personnes qui l'avaient rencontré, de la classe sociale des consommateurs. Et donc, ils ont collecté énormément de données, aussi bien dans des magasins de luxe, de discount, des supermarchés, des marchés aux puces, des restaurants, bref, tout un ensemble d'environnements différents. Et donc, les chercheurs de l'Odyssée, finalement, ils importent des méthodes qui sont issues de l'anthropologie et de la sociologie. C'est dans un souci de transférabilité qu'ils ont loué ce camping-car et ils ont fait des observations sur plusieurs sites de consommation pour pouvoir les comparer. Et donc, tout ce travail finalement, c'est un enseignement clé pour la recherche. Il faut vivre l'expérience pour la comprendre et l'analyser. Depuis, d'autres chercheurs ont suivi la voie de ce camping-car. On peut citer Alain de Cropp, hein, dont les travaux ont été primés dans les plus grands congrès internationaux pour ses études, sur l'expérience des festivaliers à Tomorrowland, hein. On voit qu'ils choisissent toujours des endroits pénibles, hein, pour faire leurs expériences, les académiques, hein, vraiment un choix intéressant. Et puis, bien entendu, pour conclure et ensuite s'intéresser à les définitions de l'expérience, parce qu'on va s'intéresser à la définir pour savoir comment l'optimiser. On ne peut pas ne pas citer, Laurent Sabot et dans son livre Quality and Competition avec cette citation qui est extrêmement célèbre: «Les individus ne désirent pas des produits, mais des expériences». C'est une citation qui date de 1955, donc on voit bien que le sujet de l'expérience client est un sujet qui existe depuis longtemps dans le monde académique. Alors, Grégoire, comment tu peux nous définir finalement ce qu'est l'expérience client? Parce que pour l'optimiser, il faut bien comprendre ce que c'est quand même. Mais oui, avec plaisir Isolis. Alors il y a 2 articles, qui nous permettent de mieux définir l'expérience client, qui sont en fait plutôt récents. On en a un premier de 2009 et un second de 2016. Alors en 2009, c'est un article de Bracus et de ses collègues qui définit une expérience de marque comme étant une, réponse subjective qui évoque les stimuli qui sont liés à la marque. Alors, une réponse liée au stimuli de la marque, on est bien dans cette idée de sensation, de sentiment, de cognition liée à différents signaux qui sont donc émis par les marques. Ça peut être des réponses à un design, des réponses à une identité de marque, à un packaging, à un environnement de consommation, comme tu l'évoquais avec l'Odyssée à l'instant. Alors, ce qui est intéressant avec l'expérience de marque, c'est qu'il faut bien le distinguer d'un côté de l'attitude à l'égard d'une marque, hein. L'attitude, c'est bien une évaluation, hein, les fameuses échelles de Likert qu'on a déjà évoquées dans un reboot précédent. Et c'est aussi différent de l'attachement à la marque. L'attachement à la marque, c'est plutôt lié à une implication dans une relation qui est émotionnelle ou un état de motivation.
En d'autres termes, on peut avoir des expériences auprès de marques vis-à-vis desquelles on n'est pas du tout attaché, quoi, finalement. Donc, dans cet article de 2009, Bracus et ses collègues nous donnent un certain nombre de verbatim de clients de grandes marques qui sont connus pour leur focus sur la conception d'expérience. On a par exemple Home Depot, retailer américain, dont l'expérience est fréquemment décrite par les consommateurs comme ah, moi, j'y connais pas grand-chose en bricolage, en rénovation ou en matériaux de construction, et pourtant, chez Home Depot, je me sens confortable, entre de très bonnes mains pour aborder voilà, ce type de questions. On a Apple, hein, évidemment, hein, le touch and feel des produits Apple et le sentiment d'appartenance à une communauté qui est souvent qualifiée de smart. Donc voilà deux exemples typiques d'expérience client de marques américaines très connues. Deuxième article qui est en fait important d'évoquer quand on veut décrire l'expérience client, c'est un article qui est plus récent, fin 2016, décembre 2016, publié dans le Journal of Marketing, donc la référence de la discipline par Catherine Lemon et Peter Veroff, qui nous explique que l'expérience client, c'est ce qu'on appelle un construit, et un construit qui est multidimensionnel, et en fait, il nous donne les 5 dimensions clés qui caractérisent une expérience client. L'expérience client, dans ces 5 dimensions, elle est comportementale, elle est cognitive, elle est émotionnelle, elle est sensorielle et elle est sociale, c'est la 5e. Donc on a des verbes clés en anglais, sense, feel, think, act et relate, qui traduisent donc ces 5 expériences. Alors ce qui est intéressant dans cet article de Lemon et Veroff, c'est qu'il replace ce concept d'expérience client comme étant un processus dynamique dans un parcours d'achat, avec donc 3 grandes phases, le pré-achat, l'achat et le post-achat. Donc on s'inscrit déjà, fin 2016, dans cette logique d'omnicanalité des parcours clients à travers une multitude de points de contact dans ces 3 phases des parcours. Et donc ces points de contact, certains sont effectivement bien maîtrisés par la marque, mais d'autres pas du tout. D'autres sont maîtrisés par des partenaires, d'autres sont maîtrisés par les clients eux-mêmes, les fameuses communautés ou groupes Facebook, et puis d'autres de ces points de contact sont purement externes. Donc on a une diversité de points de contact, et donc c'est bien une logique itérative dans ces différentes interactions omnicanales et dans ces 5 dimensions que j'évoquais à l'instant qui définissent l'expérience client. Donc là, on a deux articles fondateurs plutôt récents qui nous permettent de partir sur une définition plutôt saine de l'expérience client, même si Thibaut, c'est un concept qui existe dans la littérature depuis en fait bien plus longtemps que ça. Oui, tout à fait Grégoire, parce que, la littérature finalement sur l'expérience client, elle n'est pas récente et même si l'article fondateur dont vous avez parlé tout à l'heure avec Isolis de Holbrook et Hirschman est de 82, en fait depuis les années 60, les chercheurs ont commencé à suivre de multiples pistes autour de cette thématique de l'expérience client. Alors dans les années 60 à 70, on est par exemple dans des modèles très intégrés qui montrent que ce processus d'achat dans lequel les clients passent de la reconnaissance du besoin à l'achat ou à l'évaluation du produit acheté, c'est ces modèles-là qui sont développés avec des nouveaux modèles qui apparaissent, notamment le célèbre modèle attention, intérêt, désir, action, AIDA, qui est toujours utilisé. Donc à l'époque, finalement, les théories sont encore très influentes et elles prennent le pied dans la recherche sur le multicanal et la modélisation du parcours d'achat et c'est ça la base pour la recherche sur la gestion de l'expérience client. La décennie suivante, de 70 à 80, là, il y a un élément clé qui s'impose, c'est la capacité, à mesurer, à surveiller, à superviser les réactions des clients aux offres de l'entreprise, en particulier leurs attitudes et leurs perceptions, avec un concept absolument central à cette époque, la satisfaction. Hein, la satisfaction, elle est conceptualisée comme le résultat d'une comparaison entre la performance réelle fournie et les attentes, d'accord, avec des gaps parfois entre les deux. Et il est démontré, du coup, empiriquement, que cette disconfirmation va créer la satisfaction du client. Donc, on a de multiples approches pour mesurer la satisfaction et on va avancer encore un peu plus tard, dans les années 80-90, avec cette fois
les caractéristiques particulières des offres de services, hein, comme l'intangibilité, les interactions personnelles, qui amènent les entreprises à reconnaître que le marketing des services est finalement très différent de celui des biens. Heu, L'un des principaux concepts du marketing des services qui a suscité une grande attention, c'est bien sûr la qualité du service avec le fameux modèle, Servqual. Donc on va voir se développer, tout ce concept de la qualité de service, pendant cette décennie-là, avant d'atteindre les années 90. Alors là, on change, on évolue beaucoup et on va, comme vous le savez, parler de marketing relationnel. On élargit le périmètre des réponses des clients, on allonge, l'analyse et on va réfléchir en portefeuille, relationnel, pour ce qui est du marketeur et l'analyse de l'expérience, elle va se situer bien sûr dans ce cadre-là. Avant, la décennie, des années 2000-2010 qui est vraiment marquée par l'avènement du CRM, après, le marketing relationnel. Donc là, on parle de centricité client évidemment, et de focus, sur le client avec, des parcours clients qui deviennent le centre de toutes les attentions. Et puis, plus récemment, depuis 2010, la notion d'engagement client, la notion de reconnaissance du rôle du client dans l'expérience. Donc, on le voit sur 6 décennies, hein, un itinéraire, de la pensée et de la recherche en matière, d'expérience client. Une question, qui s'impose, c'est de savoir pourquoi, investir finalement en vue de fournir une expérience client réussie? C'est une question, qui se pose régulièrement bien sûr dans la littérature et puis, dans les entreprises qui doivent prendre des décisions souvent impliquantes en matière d'expérience. Alors, la première motivation, bien sûr, c'est de favoriser la satisfaction, la confiance et les intentions de fidélité. Donc là, on a des articles de Bracus qu'on a déjà cités, par exemple, ou de Lemon, très intéressants sur ce domaine. Une deuxième thématique de motivation pour investir dans une expérience client réussie, c'est celle de créer un avantage compétitif qui soit durable grâce à la différenciation, hein. Et enfin, une autre motivation, c'est de favoriser un bouche à oreille positif. Donc on va pouvoir, cumuler, hein, c'est bien sûr, pas des choses qui sont incompatibles, soit favoriser la satisfaction et de là la confiance et l'intention de fidélité, soit créer de la différence avec un avantage concurrentiel, soit favoriser le bouche à oreille, pour qu'il soit le plus positif, possible. Alors, tu évoquais à l'instant, Thibaut, des expériences clients réussies dans des contextes qui, en effet, sont de plus en plus régulièrement omnicanal. Alors, cette idée de sans couture, hein, de seamless en anglais, qui est au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, vient justement de ce contexte d'omnicanalité des expériences. On est en fait ici dans des articles qui sont assez récents sur la nécessité dans la conception d'expérience client d'intégrer les différents canaux et les différents points de contact. Cette idée d'intégration, elle est au cœur du sans couture et elle est définie d'ailleurs comme le degré avec lequel une entreprise va coordonner à la fois les objectifs, le design et le déploiement de ces canaux pour créer des synergies et donc offrir des bénéfices particuliers à ses acheteurs. Ça, c'est une définition de Kao Eli dans un article de 2015. Donc, on est bien sur une notion d'intégration des différents canaux, de coordination d'objectifs et de design qui joue un rôle central dans des expériences clients réussies et qui ouvre donc l'ère du sans couture avec des effets chez le consommateur qui sont jugés extrêmement positifs. Ça peut être des effets cognitifs. Voilà, la communication entre un canal offline et un canal online, elle me semble, moi, cohérente en tant que consommateur. L'assortiment de produits et puis le prix de chaque produit est identique entre voilà, le site web d'une enseigne et puis son réseau de boutiques physiques. Les informations qui sont liées à une transaction, par exemple la recommandation de produits qui peut m'être faite, est identique entre un vendeur en point de vente et par exemple un algorithme de recommandation sur le site. Et puis des informations liées à l'entreprise, par exemple via le site internet de l'enseigne Decathlon, j'ai accès au stock en temps réel du point de vente le plus proche de chez moi pour l'article que je recherche en ce moment. Voilà la parfaite intégration des canaux et cette idée de limiter les ruptures, quelle que soit leur nature, hein, psychologique, économique ou cognitive, à travers
ces changements de points de contact ou ces changements de canaux. Alors il faut attendre en fait 2020, donc en fait c'est une actualité presque brûlante en matière de recherche, pour voir émerger une école de pensée qui est alternative, avec un article qui est extrêmement intéressant, Journal of Marketing à nouveau, et un papier qui vient poser un contraste très fort sur quel type de parcours client et donc quel type d'expérience il faut partir, plutôt des expériences fluides, sans couture, ce qui est plutôt l'idéologie dominante, on le voit bien, hein, ou au contraire, ce que ces chercheurs appellent une spirale d'implication, c'est-à-dire une capacité à concevoir des parcours qui sont riches de surprises, prenants, riches d'aventures, qui généreraient en fait beaucoup plus de rétention sur le long terme. Alors, pour aboutir à cette idée qui est assez séduisante sur le papier, cette idée de spirale d'implication, ces trois chercheurs ont en fait étudié un certain nombre de services digitaux. En particulier, ils se sont intéressés à des plateformes comme Tinder ou CrossFit, mais également à Pokémon Go. Ils se sont demandé dans quelle mesure est-ce que les expériences qui avaient été conçues par ces apps pouvait finalement générer de la rétention sur le très long terme. Alors, quel est le secret de la réussite de Pokémon Go ou de Tinder et d'autres? Le succès repose sur la capacité à finalement générer du relief, générer de l'inattendu, ce qu'on appelle souvent de l'unexpected, et donc à recréer une forme de relief ou de couture finalement qui générait sur du très long terme davantage de rétention des utilisateurs. L'exemple de Pokémon Go, c'est simplifier l'accès au service. Attraper son premier Pokémon, c'est très facile. Et on génère des surprises tout au long de l'expérience avec un certain nombre de Pokémon spéciaux qui émergent, des animations géographiques en fonction de l'endroit où je me trouve. Et bien, finalement, j'ai des services qui viennent se débloquer. Et puis une animation marketing qui est aussi calendaire en fonction de temps forts de l'année qui vise à animer la communauté. Bref, autant d'inattendus qui génèrent des parcours qui, dans des services ou des catégories de services plutôt hédoniques, ben, généraient en fait davantage de rétention que le parcours qui est dominant, qui serait sans couture, qui lui est toujours évidemment approprié, mais plutôt pour des catégories de produits ou de services qui sont utilitaires davantage qu'hédoniques. Donc voilà, un article qui vient bouleverser une pensée dominante liée au parcours sans couture et qui probablement est un pionnier parce qu'il va y avoir tout laisse en tout cas à penser qu'il va y avoir un champ de recherche qui s'ouvre, qui vise à mieux comprendre ce que c'est qu'une rupture qui serait orchestrée, qui serait construite pour générer davantage de rétention. Merci beaucoup, Grégoire. Alors effectivement, on parle de parcours, où il y a des surprises. Tinder est un bon exemple, qui n'est pas dénué de surprises, Pokémon, non plus. Mais finalement, tu nous dis que ça peut avoir un impact positif et comment on peut le mesurer cet impact? Comment finalement ça se mesure l'expérience client? Alors, c'est pas évident parce qu'il n'existe pas un indice de l'expérience client réussie ou un score, comme le NPS par exemple, qui qualifie à la fin de la journée la qualité d'une expérience vécue par un client. C'est d'ailleurs un risque qui est soulevé par la littérature, c'est que effectivement une expérience, elle se vit à travers un certain nombre d'interactions, les fameux points de contact, et donc il serait assez tentant de mesurer la qualité de l'expérience à l'issue de chaque interaction par exemple, un indice de satisfaction client, la collecte d'un NPS, une mesure de l'effort client à travers le Customer Effort Score. En fait, mesurer sur des interactions qu'on qualifie de discrètes, donc à des moments clés, une expérience qui, elle, est vécue de bout en bout, du début à la fin, c'est assez misleading. Donc, en fait, ça peut distordre la réalité de l'expérience client. Ce qui importe, c'est effectivement d'avoir une vision holistique pour mesurer l'expérience client. Et donc, on est bien sur, pour employer un mot qui est un peu compliqué, sur une hybridation de mesures en marketing pour bien capter ce phénomène d'expérience client. Hybridation, parce qu'on va effectivement combiner des indicateurs qui sont quantitatifs, où on interroge directement des consommateurs, NPS, CES ou indice de satisfaction, avec des logiques d'études qualitatives où résolument il faut être dans l'empathie, on est dans l'observation participante, dans l'écoute de verbatim, le NLP et la capacité à comprendre des sentiments, des émotions d'un corpus de texte en enfilant les chaussures de nos consommateurs et en essayant de vivre la même chose que ce qu'ils ont pu vivre de bout en bout. Donc on est bien sur une mesure hybride, quanti
Cali, ça c'est voilà, la porte d'entrée sur la mesure de l'expérience client. Et on voit bien que du coup, cette idée d'hybridation de mesure, elle nous amène doucement à cette idée d'expérience réussie et donc potentiellement de couac ou de cause d'insatisfaction dans une expérience de bout en bout et dans le vécu du client. Donc on est bien dans une logique d'écart entre d'un côté une expérience qui a été conçue par une marque, qui a ensuite été délivrée, qui doit matcher plus ou moins bien des attentes de consommateurs et in fine son vécu final. Alors, le terme d'écart, il est particulièrement adapté puisque, en fait, une des méthodologies assez dominantes pour mesurer l'expérience client, c'est justement une analyse d'écart qu'on appelle aussi une gap analysis dans la littérature. Et donc, on va identifier 5 grandes causes d'insatisfaction dans une expérience de service et donc 5 gaps potentiels que la recherche a bien identifiés. Alors, le premier gap, hein, c'est un gap qu'on appelle souvent un gap de connaissance, un écart de connaissance. Pourquoi? Parce que chaque entreprise va déployer une méthodologie d'étude consommateur pour essayer de capter au plus proche les attentes de son marché ou de ses cibles, versus le service qui est réellement attendu par le marché ou par les consommateurs. Première source de gap, c'est un écart de connaissance entre, d'un côté, la démarche d'insight de l'entreprise et de l'autre, les attentes qui sont, elles, réelles, tangibles, qui ne sont pas forcément bien captées par une démarche d'étude au préalable. Le deuxième type de gap possible, c'est le gap entre, d'un côté, ma démarche d'insight et de connaissance client et la conception du service et donc de l'expérience. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent un écart de standard ou de spécification. C'est-à-dire qu'on a, en fait, on n'a pas spécifié de façon précise les standards du service. Et ça arrive assez fréquemment dans un certain nombre de secteurs. Le troisième type de gap, c'est ce qu'on appelle un gap de performance, hein, ne pas arriver à délivrer le service selon les standards qui ont été établis. On peut avoir évidemment des intentions qui sont très louables, mais la capacité à délivrer réellement le service aux consommateurs n'est pas toujours au rendez-vous. Donc on a un gap de livraison ou un gap de performance, hein, entre le service fourni et le service qui a été conçu. Quatrième type de gap, c'est un écart de communication. En d'autres termes, ne pas offrir ce qui a été promis dans la communication de l'entreprise. On est plutôt dans la surpromesse et dans le fait de sous-livrer ce qui a été promis. Et donc là, on a effectivement un gap qui est très clair en matière de communication et de promesses relationnelles en particulier. Et le cinquième type de gap, c'est là, pas tellement du ressort de l'entreprise, mais vraiment du ressort du consommateur. C'est en fait, c'est l'écart, le gap, hein, l'écart client. C'est la différence entre nos attentes individuelles et la perception qu'on va avoir du service qui vient d'être fourni. Cet écart entre attente et perception, c'est une forme de dissonance qui est évidemment pas forcément directement entre les mains des concepteurs d'expérience client, mais qui parfois génère des expériences clients qui ne sont pas forcément extrêmement positives, sans que la conception de l'expérience soit à remettre en cause. Et donc, c'est un cinquième gap qui est tout aussi intéressant à analyser. Merci Grégoire. Alors, c'est important de connaître effectivement ces différentes causes d'insatisfaction, mais il reste la question fondamentale de savoir mesurer la qualité de l'expérience. Qu'on parle d'une compagnie aérienne ou d'un site de rencontre, comment mesurer la qualité d'une expérience? Et la recherche nous enseigne qu'en B2B comme en B2C, il y a 3 étapes, très logiques, hein, vous verrez. Le pré-achat, l'achat lui-même et le post-achat. Et à chacune de ces étapes, les perceptions vont influencer le réachat. Donc, c'est crucial de mesurer les performances de l'entreprise à chacun de ces moments de vérité. On parle de moments of truth. Donc, bien entendu, la pré-expérience, hein, c'est ce qui se passe entre le moment où vous achetez un bien ou un service et le moment où vous vivez cette expérience. Il se trouve que cette pré-expérience s'avère absolument essentielle. Donc, on va tout faire pour améliorer l'expérience client en rendant cette pré-expérience hyper agréable.
Une recherche très intéressante dans le domaine du tourisme montrait par exemple que plus les consommateurs préparaient leur voyage, s'engageaient finalement dans l'expérience future, acheter des guides, passer du temps à concevoir leur itinéraire, et plus ils s'en trouvaient satisfaits à l'issue de l'expérience. Donc on voit que tout ce qui se passe avant l'expérience en elle-même va être fondamental pour créer de la qualité perçue, et on peut penser à beaucoup d'expériences, d'expertises qui sont déployées par les entreprises dans cette phase-là qui précède vraiment la consommation du produit ou l'expérience en elle-même. Et puis ensuite, il y a bien sûr le souvenir de l'expérience. Et là, la mémoire joue le rôle clé. C'est bien sûr le processus qui va encoder, qui va stocker, trouver l'information. Et quand un consommateur se souvient d'une expérience de shopping, hein, il va utiliser sa mémoire à long terme. Et cette reconstruction de l'information, elle amène bien entendu des inexactitudes. La mémoire, elle évolue dans le temps, elle est sujette à des biais. Et donc, c'est cette mémoire d'une expérience, plutôt que l'expérience en elle-même, qui va conditionner le fait de revenir. Merci beaucoup Thibaut. Effectivement, la mémoire de cette expérience et au cœur de l'optimisation de cette expérience et de la mémoire qu'on pourra en avoir finalement, bah, il y a, l'UX, design qui est, fondamental. Salomé, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr, et le design, quel vaste concept. Il en existe d'ailleurs énormément de définitions, mais on peut s'intéresser à celle de l'AFD, l'Agence française des designers, qui faisait le plus écho à ce reboot. Elle définit le design comme étant un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le champ d'application du design est donc par définition très grand, et nous nous concentrerons aujourd'hui sur le design d'expérience, ou devrais-je dire la conception d'expérience, pour se détacher de cet anglicisme qui porte parfois à confusion, qui elle-même se décline en plusieurs disciplines. Le User Experience Design, donc l'UX Design dont tu parlais Isolis, qui désigne la conception d'expériences utilisateurs pour des interfaces digitales. Le Customer Experience Design, qui quant à lui désigne la conception de l'ensemble du parcours client, mêlant tous les points de contact disponibles, qu'ils soient physiques ou digitaux, et dont l'objectif est d'améliorer la satisfaction client. On parle aussi de plus en plus de l'Employee Experience Design, la conception de l'expérience collaborateur, qui a pour but de favoriser l'implication, le sentiment d'appartenance, mais aussi la productivité des collaborateurs d'une entreprise, sujet d'ailleurs plutôt d'actualité à l'heure où les modes de travail hybrides se développent de plus en plus. Bien qu'elles aient différents objets d'étude, allant des utilisateurs d'interfaces digitales aux clients d'une entreprise en passant par ses collaborateurs, ces disciplines n'en demeurent pas moins toutes alignées de par leur méthodologie et leurs outils, et adoptent surtout un état d'esprit centré sur l'humain et centrées sur l'humain, puisqu'elles nourrissent la conviction que c'est en plaçant l'humain au centre de leur réflexion et de leur processus d'innovation qu'elles aident les entreprises à créer le plus de valeur, et ce à tous les niveaux. Et cette approche de conception centrée sur l'humain, c'est Donald Norman, psychologue cognitiviste et professeur à l'Université de Californie, qui l'introduit dans les années 80. Il explique dans ses écrits que les concepteurs aguerris ont cette capacité à réduire, voire à faire disparaître l'effort d'adaptation nécessaire pour faire face à l'utilisation d'un produit ou service. Et pour faire disparaître ces efforts, ces pain points, on cherche avant tout à limiter les émotions négatives tout en favorisant les émotions positives. D'où la nécessité d'étudier le comportement des consommateurs dans leur contexte d'utilisation de façon holistique et surtout de faire preuve d'empathie à chaque étape de la conception. Pour réduire l'appréhension des enfants à réaliser un IRM, un hôpital pour enfants à Barcelone a par exemple complètement transformé sa salle d'examen en navette spatiale, faisant vivre aux enfants l'expérience d'être un astronaute le temps d'un examen. Ils sont parvenus à transformer une expérience plutôt traumatisante en une expérience positive et amusante, tout en réduisant de quelques minutes la durée moyenne de chaque examen. Tout le monde est alors gagnant, les médecins, l'hôpital, tout comme les enfants et leurs parents. C'est un excellent exemple, Salomé, puisque ça nous fait sûrement réaliser que la grande majorité du temps qu'on passe à faire une IRM comme examen, c'est un temps à regarder le plafond. Et donc, à défaut d'être en empathie, on aurait tendance effectivement, en tant que concepteur ou designer d'expérience client, à imaginer que
on pourrait en effet aménager la salle d'attente, les murs, revoir la peinture, alors qu'en fait, c'est essentiellement au plafond que ça va se passer. Être en empathie, c'est d'ailleurs une des grandes leçons de la conception d'expérience utilisateur de la part d'IDEO, qui est effectivement une référence en matière de design thinking et qui a assez récemment édité 2 guides qui sont autant de bonnes pratiques pour concevoir des expériences clients avec un focus sur une cible assez particulière, celle des seniors, des personnes âgées. Alors, comment être en empathie quand il s'agit de concevoir des services à destination des seniors? Eh bien, IDEO a la solution qu'il détaille dans ses guides Design on Aging. Eh bien, il s'agit d'enfiler non pas un costume, mais une combinaison conçue par IDEO. Cette combinaison, elle s'appelle Agnès. Et en enfilant cette combinaison, eh bien, on revit ce que pourrait vivre un senior pour qui on est en train de concevoir un service. Des lunettes à travers lesquelles on voit moins bien, une minerve qui limite la mobilité au niveau de la nuque, un sac à dos particulièrement lourd, 15 kilos, des gants qui nous rendent beaucoup plus maladroits dans nos gestes du quotidien. Bref, on devient un senior et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut effectivement démarrer une phase de conception, d'expérience, parce qu'on est en empathie. Voilà un des 2 insights d'IDEO. Le deuxième étant, pour concevoir une expérience, étudions les extrêmes. Étudions des gens qui sont particulièrement familiers avec l'expérience qu'on est en train de concevoir et au contraire des gens qui sont très éloignés, pas du tout au courant de l'expérience qu'on est en train de concevoir. Et c'est là que des idées intéressantes en matière d'expérience peuvent émerger et qu'on peut ensuite tester auprès de ce qu'on appelle les core users, donc en fait le cœur de cible de l'expérience qu'on est en train de concevoir. Voilà 2 insights clés d'IDEO dans la conception de parcours client. Tout à fait, Grégoire. Et cette démarche empathique, cette pensée design, donc plus connue sous sa traduction américaine de design thinking, concept, rappelons-le, élaboré dans les années 80 au sein de l'université de Stanford, c'est donc cette capacité à innover, à résoudre des problèmes tout en étant ancré dans le monde réel, mais motivé par les aspirations humaines, comme le décrit si bien le Helsinki Design Lab. Cette troisième culture du design, comme il la qualifie, va puiser ses ressources à la fois dans le domaine des sciences sociales, notamment de l'ethnographie, pour aboutir à une meilleure compréhension du comportement humain, mais aussi de l'industrie. Le prototypage, dont la pratique s'est répandue bien au-delà de la conception de produits manufacturés, nous permet aujourd'hui de créer de manière rapide et collaborative de meilleures et de nouvelles expériences en systématisant l'idée que la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire le plus vite possible, à petite échelle, mais surtout pour de vrai. La dernière série d'outils vient du system thinking, la théorie des systèmes, et nous suggère d'appréhender l'expérience client comme un système complexe impliquant des liens de cause à effet qu'il nous faut décrypter pour tenter de mettre le doigt sur le problème réel. Ce qui nous pousse alors à désiloter nos réflexions pour obtenir de meilleurs résultats en s'attaquant au cœur du problème. Des enseignements très précieux, notamment pour le monde de l'entreprise. Merci beaucoup, Salomé. Alors, c'est vraiment un sujet passionnant et on aurait envie de continuer, mais il faut reboot à la fin, c'est important. Donc, si on veut conclure, si on veut résumer, l'expérience client, c'est quoi? Bah, c'est une réponse subjective, hein, qui évoque, les stimuli liés à la marque avec 5 dimensions particulièrement notables de l'expérience client. La première, comportementale, la seconde, cognitive, la troisième, émotionnelle, la quatrième, sensorielle et la cinquième, qui est bien entendu la dimension sociale de cette expérience. Comment on la mesure, cette expérience client? Eh bien, en combinant des métriques d'interaction, on en a parlé, du NPS, du CES, du CSAT, avec du qualificatif, hein, observation participante, verbatim, pour une mesure finalement holistique de l'expérience client. Et puis, bien entendu, l'analyse des gaps. Grégoire nous en a parlé, c'est-à-dire les causes d'insatisfaction que nous devons adresser en priorité. Enfin, comment concevoir une expérience client? Eh ben, on en a parlé avec Salomé, comprendre et exploiter les méthodologies qui viennent des design sciences, développer toutes les formes d'empathie avant toute tentative de conception, hein. C'est de l'observation que naissent les expériences réussies. Je vous remercie beaucoup, déjà tous les 3 pour, ce podcast et je remercie bien entendu tous ceux qui nous écoutent et que nous retrouverons très bientôt pour un nouveau podcast de Marketing Reboot. Merci beaucoup.